Bonjour mesdames et messieurs à cette consultation virtuelle en remplacement de l'Assemblée publique à cause du contexte du Covid-19. Je vous présente le projet de règlement LAS-0146 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable. Dans l'objectif d'optimiser ces processus et d'améliorer son service à la clientèle relativement au traitement des dossiers impliquant une évaluation par PIA, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement La Salle a procédé à l'analyse et au diagnostic du règlement actuel LAS 0014 et de son application. On a constaté des règles d'assujettissement trop générales ou sujettes à interprétation, des objets d'intervention sans valeur ajoutée dans plusieurs cas, ce qui augmente le délai de traitement des demandes, aucune prise en considération de la particularité de certains secteurs, complexe patrimonial Sigoulam et les industries de prestige étroit par exemple, des dispositions normatives qui sont contenues à même les objectifs et les critères du PIA, des objectifs et des critères qui ne répondent pas aux attentes et à la vision de l'arrondissement, surtout en ce qui a trait à la protection du patrimoine, à la qualité architecturale des projets et à la transition écologique. À cela s'ajoute bien sûr l'engagement de l'arrondissement pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux actuels. Dans ce sens, les modifications visent à abroger le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale LAS 0014 et ses amendements et à adopter un nouveau règlement nommé Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable PIAD LAS 0146. Dans ce nouveau règlement, il y a trois volets d'intervention qui ont été visés. D'abord, la simplification, l'optimisation, la bonification et la modernisation. Pour ce qui est de la simplification, on vise un règlement convivial, facile d'interprétation et d'application, des règles d'assujettissement claires et précises, une nouvelle structure de rédaction des chapitres. Au niveau de l'optimisation, on a scruté la valeur réelle ajoutée de chaque chapitre et de chaque objet d'intervention, des dispositions normatives qui sont dans le PIA actuel ont été retirées et on a regardé la possibilité de regrouper plusieurs chapitres. Au niveau du volet bonification et modernisation, on a ciblé notamment la transition écologique, la qualité architecturale, le patrimoine et la démolition. Donc, au niveau du volet simplification, on a procédé à un nouveau classement des chapitres dans le nouveau règlement PIAD. Le premier chapitre, ce sont les dispositions déclaratoires et interprétatives. Dans le deuxième chapitre, on trouve tout ce qui est administration du règlement, que ce soit le contenu d'une demande d'approbation d'un projet assujetti à un PIAD, la procédure d'approbation, ou bien les permis et certificats assujettis et les permis et certificats qui ne sont pas assujettis à un PIAD. Au niveau des chapitres d'application, le chapitre 3 et le chapitre 4, ça touche l'accessibilité universelle et la transition écologique. Donc, on a voulu mettre l'emphase sur l'inclusion et la transition écologique pour marquer la vision de l'arrondissement vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociaux. Par la suite, on trouve les chapitres concernant les vues vers le Mont-Royal, le patrimoine archéologique, les antennes et supports. Dans le chapitre 8 et le chapitre 9, ils concernent des éléments qui touchent
des usages, que ce soit les commerces de moyenne ou de grande surface ou l'usage industriel. Dans le chapitre 10 à 15, ce sont des chapitres qui sont pan-montréalais, qui sont applicables aussi dans d'autres arrondissements et qui ont été ajoutés au fil des années suite à l'exercice de concordance au schéma d'aménagement ou bien au plan d'urbanisme. Après, on trouve les articles des chapitres qui sont applicables dans certains secteurs ou certains quartiers. Donc, le quartier Angrignon-Est, le quartier Angrignon-Ouest, le secteur Lapierre, les boulevards Shevchenko et Bishop Power, puis l'avenue Dollard. Après, on trouve les chapitres qui sont applicables dans des secteurs de plan d'aménagement d'ensemble, PAE, donc Bois des Carriers, Boisy-Sterling, Bouvier-Bordeaux. Par la suite, ce sont les chapitres applicables dans des secteurs patrimoniaux. Donc le chapitre 24, celui de Village des Rapides, chapitre 25, secteurs et bâtiments patrimoniaux, et le chapitre 26 dans le secteur de Riverside. Par la suite, le chapitre 27 s'appelle Autres secteurs et c'est applicable là où il n'y a pas d'autre chapitre du présent règlement qui est applicable. Et la dernière partie, ça concerne les annexes. On a procédé à l'uniformisation des terminologies en fonction des autres règlements, notamment le règlement LAS 0129 concernant le droit de visite et d'inspection dans un souci de cohérence et de concordance et d'arrimage des différents règlements de l'arrondissement, notamment la notion de fonctionnaire ou employé qui remplace autorité compétente et officier responsable. On a procédé à la mise à jour de la liste des annexes en fonction des différentes modifications, notamment par l'ajout de l'annexe L et l'annexe M comparativement au règlement LAS 0014 actuel. Donc, la liste des documents requis et le contenu minimal d'une lettre de garantie monétaire irrévocable. On a aussi une nouvelle carte des territoires de plan d'implantation et d'intégration architecturale durable qui est dans l'annexe B. La carte actuelle présente les plans des secteurs de PIA, mais dans un souci de simplification de la lecture pour l'ensemble des citoyens, il fait référence à plusieurs secteurs et à plusieurs couleurs. Ces secteurs sont représentés par plusieurs couleurs et qui peuvent être applicables dans différents chapitres, ce qui la rendait compliqué à être appliqué et à être interprété. Donc, dans la nouvelle carte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé cette notion de secteur, mais avec un code de couleur. Donc, on peut savoir où est-ce que tel ou tel chapitre est applicable. Donc, chaque couleur, il correspond à un secteur de PIA, un chapitre de PIA qui est applicable. Si je prends l'exemple ici du rouge, ça correspond au secteur et bâtiments patrimoniaux. Donc, là où j'ai une couleur rouge, ça veut dire que le chapitre 25 relatif au secteur patrimoniaux, bâtiments patrimoniaux, il est applicable. Alors que selon l'ancien carte, il fallait relire à chaque fois la description pour comprendre que ce soit la partie orange, la partie verte, la partie bleue ici, ils correspondent au même chapitre. Aussi, on a une nouvelle liste des documents requis sous forme d'un tableau, alors qu'auparavant, les documents requis étaient éparpillés au niveau de plusieurs règlements, notamment le PIA, le règlement de construction 2099 aussi. On a dit qu'on vise un règlement convivial, facile d'interprétation et d'application. Donc, on a adopté une nouvelle structure de rédaction qui est uniforme pour tous les chapitres. Par contre, il n'y a aucune modification du chapitre 24, Village des Rapides. Il a été intégré dans le nouveau règlement
tel qu'il est dans le règlement actuel LAS 0014. Pour tous les autres chapitres, on voit ces trois éléments. Donc, on va avoir le territoire d'application spécifique qui fait notamment référence à la carte des plans d'application, les travaux assujettis qui sont spécifiés pour chaque chapitre et le troisième élément, ce sont les objectifs et les critères d'évaluation sous forme d'un tableau. Donc, on vient associer pour chaque objectif les critères d'évaluation qui nous permettent d'atteindre cet objectif. On a aussi une liste détaillée des travaux qui ne sont pas assujettis à l'approbation d'un PIAD. Et on les trouve au niveau de l'article 2.4 du règlement en vigueur. Et donc, ce qui s'attouche, c'est des menus réparations que nécessite l'entretien normal de toute construction, pourvu que les fondations, la structure et les murs extérieurs ne soient pas modifiés et que la superficie de plancher ne soit augmentée d'aucune façon. Et ça, c'était une nouveauté par rapport au règlement précédent. On n'avait pas plus de précision. Pour tout travail de peinture et travail semblable, ce n'est pas assujetti. Ça a été repris de l'ancien règlement. Aussi, pour la réparation ou le remplacement de toute installation électrique ou mécanique, ça a été repris de l'ancien règlement. Pour la réparation ou le remplacement de la membrane d'étanchéité de toute toiture, c'est une reprise de l'ancien règlement. Pour toute opération cadastrale, ne modifiant en rien la forme, les dimensions et la superficie des propriétés actuelles, ce n'est plus assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. À l'exception des bâtiments identifiés à l'annexe C intitulée Liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels du présent règlement, pour la réparation ou le remplacement de toute toiture, ne modifiant aucunement la forme du toit, ce n'est plus assujetti. Et aussi pour tous travaux de modification impliquant uniquement le remplacement des portes et des fenêtres, des escaliers, des balcons, des saillies, des garde-corps, lorsque la forme et les dimensions sont identiques à l'existant, ou du parement extérieur d'un bâtiment existant, à condition que le matériau de remplacement est le même, de même format et de la même couleur que le matériau initial. Bien sûr, il y a exception des bâtiments qui sont identifiés à l'annexe C, pour lesquels ces travaux de modification demeurent assujettis au PIA. Pour ce qui est du volet optimisation, on a fait déjà un exercice d'optimisation de 2012 à juillet 2016. Ce qui a été relevé, c'est qu'au niveau du CCU, on a traité 553 dossiers, ce qui est environ 123 dossiers par année. Un exercice d'optimisation a été effectué durant le mois de juillet 2016. Ça touchait notamment des dispositions de stationnement, d'affichage, de transformation d'un village des rapides et les logements sous-sol qui y sont plus assujettis depuis juillet 2016. Ce que ça a donné, c'est une réduction de 42% du nombre de dossiers qui sont traités depuis cette date d'optimisation. On a aussi regardé la répartition des dossiers selon la nature des travaux entre 2015 et 2020. Et ce que ça a révélé, c'est que des travaux de modification, les nouvelles constructions, le changement de revêtement et l'agrandissement, c'est les dossiers qui sont les plus traités au niveau du CCU. C'est pour ça qu'au niveau de l'optimisation, de l'exercice d'optimisation, on a visé les règles d'assujettissement concernant ces éléments-là, notamment la notion de donnant sur une voie publique versus visible de voie publique lorsqu'il s'agit de travaux de modification d'une façade ou de changement de revêtement. Donc, si je prends les deux schémas, le schéma à gauche, ici, on voit s'il y aura des travaux de modification de cette façade latérale. C'est un bâtiment de coin,
Donc, cette façade, il donne sur la voie publique. Donc, ces travaux-là, ils seraient assujettis, en notant bien sûr que c'est des modifications qui changent la couleur du revêtement, qui changent la dimension des ouvertures, bien sûr. Alors que si on regarde l'exemple à droite, c'est une façade qui ne donne pas sur la voie publique, mais que ça reste qu'il est visible de la voie publique. Donc la modification par rapport à l'ancien règlement, c'est que dans le nouveau règlement, cette façade, les modifications sur cette façade ne sont pas assujetties au nouveau règlement sur le PIA comme geste d'allègement aux citoyens. Une exception, bien sûr, pour les secteurs patrimoniaux, les usages sensibles, les écoterritoires et les boisés, ou même des modifications sur le côté latéral, ils demeurent assujettis. Et cela pour que nos règlements restent conformes suite à l'exercice de concordance aux documents de planification supérieure, notamment le plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement et de développement. Donc, si on regarde des exemples d'application, un dossier comme celui-là, d'une modification de la façade latérale, il n'est plus assujetti au nouveau PIAD. Une modification, une ouverture de porte en arrière, ce n'est plus assujetti au règlement actuel. Un changement de revêtement sur le côté latéral, bien qu'il est visible, mais il ne serait plus assujetti au nouveau règlement. Par contre, une modification à la façade qui donne sur la voie publique, il demeure assujetti au nouveau projet, au nouveau règlement sur les PIAD. En ce qui concerne les travaux d'agrandissement, on vient de les baliser par plusieurs critères. Le premier exemple, donc, s'il s'agit d'un ajout d'un étage, c'est assujetti au PIA. Si c'est un agrandissement en hauteur qui donne directement sur la voie publique, c'est assujetti. S'il s'agit d'un surhaussement, que ce soit le surhaussement au niveau du sous-sol ou bien au niveau de l'étage, du moment que ça donne sur la voie publique, ça demeure assujetti au nouveau règlement. La même chose pour un agrandissement, bien qu'il est sur le côté, et même s'il s'agit d'un petit agrandissement, mais du moment que ça donne sur la voie publique, ça demeure assujetti. La même chose, si c'est un agrandissement arrière, même s'il n'est pas visible et qu'il ne donne pas sur la voie publique, mais du moment que l'agrandissement est supérieur à 50% de la largeur de la façade latérale ou arrière, c'est un agrandissement, ce sont des travaux qui sont assujettis au règlement sur les PIAD. Par contre, si l'agrandissement projeté en arrière est inférieur à 50% de la largeur de la façade, on considère qu'il n'a pas un impact significatif sur le gabarit et le volume du bâtiment et un impact minime sur le voisinage. Donc, il n'est plus assujetti au règlement projeté, au prochain règlement sur les PIAT. On donne des exemples d'applications. Un agrandissement sur le côté, mais qui donne sur la voie publique, il est assujetti au futur règlement sur les PIAD. Par contre, un agrandissement sur le côté, qui n'est pas visible de la voie publique et qui est inférieur à la moitié de la largeur d'une façade latérale ou arrière, il n'est plus assujetti. Un agrandissement arrière qui était dans le secteur industriel, qui était assujetti selon le règlement actuel, mais selon le nouveau règlement, il ne sera plus assujetti à un PIAD. En ce qui concerne l'optimisation des objectifs et des critères, on maintient donc tout ce qui provient de la concordance au schéma d'aménagement et de développement
et au plan d'urbanisme, parce que c'est une obligation de la loi. On retire certains objectifs et critères qui étaient dans l'ancien règlement et qui n'ont aucune valeur ajoutée. On retire certaines dispositions normatives qui sont contenues dans certains chapitres, notamment des normes d'aménagement paysager qui sont contenues dans le chapitre du secteur Angrignon. On les a déjà dans le règlement de zonage 2098. Donc, pour question d'optimisation, il serait retiré du règlement sur les PIAD. Et on combine le chapitre quartier Angrignon-Est et le chapitre Tour Angrignon dans le même chapitre. Ce sont deux chapitres qui sont applicables pour deux secteurs limitrophes et pour les mêmes objets d'intervention. Donc, on les a combinés dans le même chapitre qui s'appellera quartier Angrignon-Est. Et on a procédé aussi à la réécriture de certains objectifs et de certains critères de façon à uniformiser le mode d'écriture et ayant des phrases courtes et simples. Donc, toujours cet objectif de faciliter l'interprétation et l'application des règlements. Pour ce qui est de l'impact de cet exercice d'optimisation, il y a une projection de près de 10% moins de dossiers qui seraient présentés au CCU. La réduction du délai d'émission de permis, étant donné que plusieurs travaux, surtout lorsqu'il s'agit de travaux sur une façade latérale ou arrière, ils ne seraient plus assujettis à un chapitre de PIA. Donc, ce qui donne plus de flexibilité pour les citoyens qui vont gagner au niveau des délais d'émission de permis et par rapport à la réalisation de leurs travaux. On a un rôle de recommandation du CCU qui est recentré sur les projets ayant une valeur ajoutée et on a une bonification du cadre réglementaire, la SALOI. Pour ce qui est du volet bonification et modernisation, au niveau du chapitre 3, concernant l'accessibilité universelle, on vient mettre l'emphase sur des aménagements inclusifs et sécuritaires et confortables et on vient bonifier les critères qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Au niveau du chapitre 4, concernant la transition écologique, donc on a un nouveau chapitre séparé concernant la transition écologique. Ce chapitre-là, il n'est pas applicable pour l'ensemble des travaux, mais seulement pour les travaux d'envergure et les bâtiments d'envergure. Donc, notamment les bâtiments industriels de 2000 m² et plus, les commerces de moyenne et de grande surface. Pour ces commerces, il s'agit de commerces ayant plus d'un d'un établissement commercial de 1000 m² et plus, ce qui fait qu'ils ont une superficie minimale de 2000 m². Aussi, ce chapitre est applicable pour les nouvelles constructions de 3 étages et plus et de 250 m² d'aire de bâtiment. Il faut que les deux conditions soient réunies pour que ce chapitre soit applicable. Et aussi, ce chapitre est applicable pour l'ensemble des travaux qui touchent le complexe industriel d'intérêt patrimonial Sugram. C'est un des rares et des derniers grands complexes industriels du genre sur l'île de Montréal, puis dans une perspective de protection de ce patrimoine, puis de sa mise en valeur, l'ensemble des travaux pour ce secteur sont assujettis à ce chapitre de transition écologique. Donc, on peut regarder ici au niveau des travaux assujettis. Dans le secteur industriel, c'est seulement les industries de 2000 m² et plus qu'on voit ici qui sont ciblées par ce chapitre. Et au niveau des commerces de moyenne et de grande surface, l'objectif est de ne pas ajouter un fardeau supplémentaire aux petits propriétaires ou aux travaux, petits travaux. Donc, les commerces de moyenne et de grande surface
ces quelques bâtiments qu'on a sur le territoire de l'arrondissement La Salle qui ne dépassent pas 13 environ. Aussi, au niveau des nouvelles constructions de 3 étages et plus et de 250 mètres carrés d'air de plancher, on peut voir ici des exemples d'applications de projets qui seraient assujettis. On peut voir ici des objets, des projets qu'on a passés en projets particuliers. Donc, ici, c'est des projets qui sont passés de plein droit et aussi les projets au niveau du secteur Angrignon sont des projets de construction d'envergure, seraient aussi assujettis à ce chapitre de pire. Par contre, comme on l'a expliqué, les petits bâtiments, ils ne sont pas assujettis à ce nouveau chapitre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ne pas ajouter un fardeau supplémentaire. Ce sont des investissements supplémentaires aux propriétaires actuels. Au niveau des objectifs et critères d'évaluation concernant la transition écologique, on vise notamment augmenter le verdissement du site à travers l'aménagement de toitures végétalisées, en favorisant la plantation d'arbres à grand déploiement, en privilégiant des plantations qui réduisent la demande en eau ou en produits chimiques synthétiques. On vise la préservation des composantes paysagères en implantant les nouveaux bâtiments, en respectant la topographie du site et en évitant les travaux de déblai, de remblai et d'abattage d'arbres sur le site. Le troisième objectif est de préconiser des constructions durables, que ce soit en optimisant la performance énergétique des bâtiments, en favorisant l'utilisation de matériaux durables ou en prévoyant des pratiques de récupération et de réutilisation des eaux de pluie. Le quatrième objectif, c'est d'aménager et de gérer les stationnements de façon éco-responsable, en augmentant la superficie des surfaces imperméables, en favorisant l'utilisation de matériaux de revêtement du sol ayant un indice de réflectance solaire élevé, en gérant les eaux pluviales de manière écologique, en prévoyant des cases de stationnement munies de bornes de recharge électrique ou en offrant des aires de stationnement mixtes avec des différentes alternatives à l'auto-solo. Et le dernier objectif, c'est de gérer les déchets de façon durable et non pas comme l'exemple qu'on montre ici, en prévoyant des mesures pour la réduction du volume de déchets générés pour la collecte à la source et en concevant des dalles de propreté qui sont dissimulées par des aménagements paysagers de qualité le plus près des zones de collecte et en dehors du domaine public. Pour ce qui est de la qualité architecturale, l'objectif est de bonifier des critères touchant la qualité architecturale des bâtiments de plusieurs chapitres afin de rehausser la qualité architecturale du patrimoine bâti lassallois. Dans ce sens, des critères sont ajoutés au chapitre 14, le parcours riverain. Aussi, au niveau du chapitre 17, des critères ont été ajoutés afin de rehausser cette qualité architecturale des bâtiments. L'ajout d'objectifs et des critères concernant l'industrie de prestige est 3. L'objectif est de donner une image distinctive par rapport aux autres industries, car dans le règlement sur le PIA actuel, on a les mêmes objectifs et critères qui sont applicables, que ce soit une industrie lourde, une industrie légère ou une industrie de prestige. Donc là, on vient de spécifier de nouveaux objectifs et critères d'évaluation qui sont applicables seulement pour des industries de prestige. Aussi, au niveau de la qualité architecturale, on a ajouté des objectifs et des critères concernant les transformations dans les secteurs de plans d'aménagement d'ensemble, notamment Bois des Carriers, le Bois Estoline et le Bouvier Bourdeaux.
l'objectif étant d'assurer l'évolution du cadre bâti. Selon le règlement actuel, les différents objectifs et critères qu'on a y ont été élaborés pour favoriser le développement de ces secteurs-là. Mais maintenant qu'il s'agit de secteurs qui sont consolidés, déjà construits, donc l'objectif est d'assurer l'évolution du cadre bâti, puis pouvoir traiter les demandes de transformation dans ces bâtiments-là. On a retiré aussi l'interdiction d'avoir des stationnements et des portes de garage en façade le long du boulevard La Salle. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une cohérence dans le traitement pour l'ensemble du secteur. La presque totalité des bâtiments le long du boulevard La Salle, ils ont des portes de garage et des stationnements en façade. Donc, c'était incohérent de garder cette interdiction pour de nouvelles constructions ou d'aménagement de nouveaux stationnements. Mais en contrepartie, on vise à favoriser l'aménagement de cours avant qui sont plus végétalisés, notamment à travers l'aménagement par du pavé alvéolé. Donc, la modification, il touche le chapitre 4 au niveau des objectifs et des critères. Au niveau du volet patrimoine, on vient bonifier les objectifs et les critères dans le chapitre 25 qui touche les secteurs et bâtiments patrimoniaux, en intégrant des notions de contraste et des insertions contemporaines, en intégrant la notion d'évolution du milieu et en ajoutant des objectifs et critères pour assurer la protection et la mise en valeur du paysage naturel. Aussi, on a ajouté des objectifs et des critères concernant le complexe industriel Sugram, toujours au niveau du chapitre 25, pour assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments, préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, historiques et patrimoniales des bâtiments existants, réduire les impacts négatifs de la circulation véhiculaire sur le site, concevoir des aménagements extérieurs de qualité et intégrer un concept d'affichage sobre en harmonie avec le caractère patrimonial de ce site. Pour ce qui est du calendrier et des étapes subséquentes de l'adoption, un avis de motion a été donné et le premier projet de règlement a été déposé durant la séance du conseil d'arrondissement du 7 juin. Un avis public pour séance de consultation le 14 juin 2021. Une période de consultation écrite virtuelle en remplacement de consultation publique du 14 au 28 juin 2021. L'adoption du règlement est prévue lors de la séance du conseil d'arrondissement du 12 juillet 2021 et l'entrée en vigueur du règlement est prévue au courant du mois d'août 2021 suite à la réception du certificat de conformité. En fonction des articles 145.15 à 145.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les dispositions de ce nouveau projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Ce qui met fin à cette présentation. Merci beaucoup.